OK. Bon, bah, écoutez, je pense que c'est bon, on va pouvoir se lancer, pour ce petit focus, topo ce soir, alors qui ne devrait pas durer, très longtemps. C'est un focus sur un sujet, très, terre à terre, on va dire. Comment protéger ses œuvres sur internet? Alors on va voir, à travers cette petite conférence, quels sont les moyens simples et efficaces pour, essayer de protéger au mieux vos œuvres en tant qu'artiste visuel, sur internet, puisque c'est une question, surtout aujourd'hui qui est brûlante avec les réseaux sociaux, et l'avènement d'internet. Alors pour commencer, donc je vous mets un petit, sommaire, rapidement de ce qu'on va voir aujourd'hui avec, une petite introduction. On va voir ensuite pourquoi c'est utile, on va se poser la question pourquoi c'est utile, comme je viens de le dire, de protéger aujourd'hui ses œuvres quand on est artiste sur internet. Quels sont les différents outils juridiques, qui sont à votre disposition et qui existent, pour ce faire? Il y a aussi, en plus des outils juridiques, les bonnes pratiques qui sont assez simples et efficaces, comme je le disais, et que vous pouvez mettre en place, facilement vous-même pour protéger vos œuvres. Et aussi, enfin, on verra qu'est-ce qu'il faut faire, si on constate un vol ou une utilisation, non autorisée de nos œuvres sur internet. Alors je peux commencer cette petite, présentation, avec un exemple de procès et de situation où un photographe en 2013 a gagné un procès, contre, 2 grosses agences de presse, que sont, l'AFP et Getty Images. Il a gagné ce procès en 2013, ce photographe, il s'appelle Daniel Morel. Et en fait, il avait porté plainte aux États-Unis parce qu'il avait constaté le vol et l'utilisation non autorisée de ses photographies. Après les avoir publiées sur Twitter, en fait, il avait publié des images, des photographies donc, qu'il avait faites de la catastrophe naturelle à Haïti, qu'il avait photographiées. Et en fait, ces images ont été reprises par l'AFP et par Getty Images, diffusées, utilisées, donc en fait volées sans son autorisation. Ça s'est passé en 2010 et il a porté plainte quelques années plus tard et il a gagné son procès aux États-Unis en 2013. Donc ça a été assez historique cet événement et ça montre bien l'importance en fait de protéger ses œuvres et aussi de se défendre quand nos œuvres et nos droits d'auteur ne sont pas respectés, sont bafoués, même par des agences d'envergure comme l'AFP ou Getty Images. Et d'ailleurs, ces agences avaient été condamnées par le tribunal aux États-Unis à verser 1,2 million de dollars à Daniel Morel, pour dommages et intérêts, on va dire. Voilà, donc c'est une petite anecdote pour illustrer le sujet d'aujourd'hui. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Alors les objectifs, comme je l'ai écrit sur cette présentation, sur cette slide, pardon, c'est donc d'identifier les risques qui existent sur Internet par rapport à vos œuvres, de connaître les outils, comme je le disais, donc des outils juridiques, et de sensibiliser aux bonnes pratiques, comme je l'ai déjà dit dans le sommaire. Alors la première partie que je vous ai introduite, elle sert à sensibiliser aux enjeux en fait, qui se jouent avec ces histoires-là de protection des images sur Internet. Alors d'abord, on peut voir quels sont les risques. Hein. Qu'est-ce que c'est les risques précisément, de diffuser, de montrer des œuvres et des images, enfin vos œuvres sur Internet. Les risques sont évidemment le vol de vos images, le vol de vos œuvres, le plagiat pour les textes par exemple. On peut aussi plagier des œuvres visuelles. Le plagiat, pour un rappel bref, c'est l'appropriation illégitime de travaux ou même d'idées attribuées à d'autres personnes. Donc, une personne, par exemple, va s'attribuer votre idée, votre contenu, votre œuvre, et dire que c'est la sienne, évidemment. L'utilisation commerciale aussi de vos œuvres sans votre autorisation, donc de se faire des sous avec vos œuvres, grâce à vos œuvres, sans vous avoir informé, sans avoir passé de contrat avec vous. Donc, ce qui induit une perte de revenus. Donc, c'est un risque pour les artistes de diffuser des œuvres sur Internet, c'est de perdre des revenus éventuellement. Et la contrefaçon, donc qui rejoint un peu la notion de plagiat, d'utiliser vos œuvres à mauvais escient et pour son compte alors que les personnes ne sont pas autorisées.
Comme j'ai évoqué avec l'exemple que je viens de citer là, de Daniel Morel, il y a souvent des vols d'images et c'est important avec le nombre d'images qui sont publiées chaque jour sur Internet, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ce qui se passe sur Internet. C'est important d'avoir en tête toutes ces choses et d'être conscient, donc de sensibiliser. C'est important non seulement pour les artistes, pour vous, mais aussi pour les utilisateurs, puisque je pense, enfin c'est pas que je pense, c'est un fait, il y a beaucoup d'utilisateurs qui bafouent les droits d'auteur, qui volent des images sans même s'en rendre compte, par simple ignorance de toutes ces questions-là de droits d'auteur et donc des œuvres d'art. Par exemple, illustrer un article dans une revue en ligne avec une œuvre d'art, on peut le faire, mais en respectant les droits d'auteur, en se renseignant sur les autorisations qu'on a ou pas d'utiliser une image, en passant un contrat éventuellement avec un créateur, une créatrice. Ça ne se fait pas comme ça en prenant l'image sur Internet et évidemment en la publiant sur sa revue en ligne, par exemple. Les conséquences, comme je l'ai écrit ici, de ces risques et de ces vols d'images ou de ces mauvaises utilisations, c'est comme je disais, un impact financier direct pour les artistes, pour les créateurs, mais aussi ça peut être un impact réputationnel puisqu'on peut ternir la réputation d'un artiste, on peut modifier une œuvre sans le consentement de l'auteur et du coup toucher à sa réputation. Il peut y avoir aussi un impact juridique, comme on l'a vu avec l'exemple de Daniel Morel, où il peut y avoir du coup des procès, des litiges, etc. Alors, les outils juridiques. On rentre dans le vif du sujet. Les outils juridiques, alors d'abord, avant de parler d'outils qui servent à protéger les œuvres, on peut faire un rappel de ce que sont les droits d'auteur. Alors, c'est un vaste sujet qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, évidemment, mais les droits d'auteur, en France en tout cas, ils sont automatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin forcément de déposer une preuve, de faire une action pour dire qu'une œuvre est à soi, enfin qu'on est l'auteur d'une œuvre. C'est automatique au moment de la création, mais parfois c'est bien d'avoir des preuves de la paternité d'une œuvre pour pouvoir après s'en servir si on a besoin. Alors, j'ai noté ici les droits moraux et les droits patrimoniaux en parallèle, qui ne sont pas exactement la même chose et qui constituent les droits d'auteur en termes financiers, on va dire. Enfin non, justement, les droits patrimoniaux concernent le financier, la rémunération, et les droits moraux, c'est autre chose. Pour rappel, les droits moraux, le droit moral autour d'une œuvre, c'est un droit qui est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Donc, ce sont des droits qui confèrent à l'auteur le droit au respect de son nom et de son œuvre pendant toute la durée de vie de l'œuvre, on va dire. Même une fois que l'auteur d'une œuvre est décédé depuis très très longtemps, les droits moraux sont toujours d'actualité. Ils doivent être respectés, quelle que soit l'époque, quelle que soit l'utilisation. Les droits moraux d'une œuvre sont, comme je viens de le dire, perpétuels, inaliénables et imprescriptibles. Les droits patrimoniaux, ils permettent quant à eux à l'auteur de percevoir une rémunération lorsque son œuvre est exploitée, par des tiers notamment. Et ce sont ces droits-là patrimoniaux qui sont ensuite de plusieurs types, on va dire, ces droits patrimoniaux qui sont défendus par exemple par des organismes de gestion collective qu'on détaillera un peu plus tard. À noter aussi que les droits d'auteur, donc les droits patrimoniaux quand il s'agit de rémunération, ne sont pas à confondre avec un impôt. Il ne s'agit pas d'un impôt, il ne s'agit pas d'une taxe, il s'agit d'une rémunération qu'on paye. En fait, on rémunère un artiste pour le travail qu'il a fait, tout comme on rémunère un artisan ou un commerçant pour un service ou un produit fabriqué. Alors, par rapport aux droits d'auteur, attention parce qu'il peut y avoir des petites différences en fonction des pays où vous êtes. Là, on parle évidemment plus principalement de la France, mais il peut y avoir des petites différences d'un pays à l'autre. Donc ça, c'est à prendre en compte en général. J'ai un petit exemple, par exemple, une petite anecdote là-dessus. Il me semble que Jean-Paul Gaultier avait eu des problèmes avec la Galerie des Offices à Florence.
parce qu'il avait utilisé la Vénus de Botticelli pour une collection de mode, on va dire, sans prévenir, sans rien dire à la Galerie des Offices. Et en Italie, le musée où est conservée l'œuvre, même si l'artiste est mort depuis très très longtemps, a apparemment des droits à revendiquer, en tout cas sur cette œuvre. Donc Jean-Paul Gaultier avait eu des problèmes avec la Galerie des Offices. Attention aussi à faire les différences entre une œuvre d'art et une idée. On ne peut pas appliquer les mêmes droits d'auteur sur une idée. Une œuvre d'art, pour être protégée, il faut qu'elle soit identifiable et surtout originale, et aussi délimitée par un objet précis. On a un autre exemple de ce concept-là, de cette différence, avec l'artiste Christo, qui avait perdu un procès en 1987 parce que d'autres artistes que lui avaient emballé des arbres sur les Champs-Élysées. Et donc Christo avait porté plainte puisqu'il considérait que c'était son idée d'emballer des objets dans l'espace public, sauf que apparemment on lui a refusé ce droit-là puisqu'il s'agit d'une idée et non d'une œuvre délimitée. Je cite, donc la loi française ne protège que des créations d'objets déterminés et non pas un genre ou une famille de formes qui ne présentent entre elles des caractères communs que parce qu'elles correspondent toutes à un style ou à un procédé découlant d'une idée, comme celle d'envelopper des objets. Voilà, donc ça peut être intéressant de bien le comprendre. Il y a aussi la différence entre, comme je l'ai noté là, les droits de reproduction et les droits de représentation, qui ne sont pas exactement la même chose. Les droits de reproduction, d'ailleurs, ne sont pas à confondre avec la copie privée. La copie privée, c'est reproduire une œuvre pour son utilisation personnelle dans un cadre privé. Donc ça s'appelle la copie privée. On n'a pas besoin de demander l'autorisation quand on veut, par exemple, je ne sais pas moi, imprimer une œuvre d'art avec son imprimante et la mettre sur son mur chez soi pour décorer. Là, par exemple, on n'a pas besoin de demander d'autorisation. Mais les droits de reproduction, c'est la fixation d'images, en fait. Donc, ça peut être, par exemple, les objets dérivés, les tirages, les impressions, ou alors aussi la reproduction sur un site internet, dans un magazine, etc. Ça, les droits de reproduction concernent la fixation d'images, tandis que les droits de représentation, c'est l'exécution publique d'une œuvre. Donc, c'est souvent lié, les droits de représentation, au spectacle vivant, donc les représentations de théâtre, les projections de films, etc. Mais pour les arts visuels, en ce qui nous concerne, c'est les expositions. Pendant les expositions, on va parler de droits de représentation. En tout cas, les deux droits de reproduction et droits de représentation relèvent des droits d'exploitation et donc des droits patrimoniaux. Ils sont donc ils concernent les droits d'auteur. Voilà pour le petit rappel des droits d'auteur. Comme je disais, c'est un vaste sujet qu'on ne va pas plus détailler que ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil juridique? On a le dépôt légal. Alors ça, c'est intéressant, évidemment. Vous vous doutiez qu'on allait aborder ce sujet aujourd'hui. On a donc les organismes de gestion des sociétés d'auteurs. Je vous en ai mis quelques exemples ici, les plus importants en France pour les arts visuels. Donc, évidemment, on a la DAGP, la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques. On a la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia, fondée en 1981. On a ensuite la SAIF, Société des auteurs de l'image fixe, fondée en 1999. Et on a aussi, qui peut être intéressante, AVA, la Société des arts visuels associés, fondée en 2001. Après, il y a beaucoup d'autres sociétés d'auteurs et d'organismes de gestion des droits d'auteur qui concernent notamment les autres types d'art. Vous connaissez certainement la SACEM, la SACD, qui concerne les droits pour les musiciens ou pour d'autres arts, l'audiovisuel, etc. Pour faire un petit focus sur la DAGP, donc elle a été fondée, comme je le disais, en 1953 par des artistes de plusieurs disciplines des arts visuels et par des auteurs, dont par exemple le peintre Marc Chagall,
qui voulait à ce moment-là établir une gestion des droits d'auteur avec toutes les parties prenantes, toutes les parties concernées par cette question des droits d'auteur. Alors aujourd'hui, des chiffres plutôt récents sur la DAGP, on a à peu près 17 000 membres et 49 millions d'euros de droits perçus en 2021. Et aussi 2500 retraits d'œuvres contrefaisantes en ligne. Donc, de s'occuper justement de la protection des œuvres des membres de la DAGP, 2500 retraits d'œuvres contrefaisantes. Il y a beaucoup de ressources sur leur site que vous pouvez évidemment consulter facilement sur ces questions-là. La DAGP, elle fonctionne, en fait, elle a pour but de percevoir pour ses membres, donc quand on adhère, on devient membre sociétaire de la DAGP. Et donc la DAGP, elle a pour mission donc, de percevoir et de répartir les droits d'auteur et le fonctionnement de la DAGP fonctionne comme tous les organismes de gestion collective. Elle est encadrée par les articles L321 et les suivants du Code de la propriété intellectuelle. Bon, alors, c'est un peu des détails que vous n'allez pas forcément prendre en note, mais voilà. Donc, comme je disais, oui, vous avez plein de ressources sur le site de la DAGP, notamment des présentations pour lutter contre l'utilisation illicite de vos œuvres visuelles. Vous avez des ressources très complètes sur leur site. Et il rappelle que toute reproduction ou représentation d'une œuvre faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit est illicite, évidemment. Donc, si vous avez adhéré à un organisme de gestion comme celui-ci, comme la DAGP, l'avantage, c'est que c'est cet organisme qui va gérer et qui peut intervenir en votre nom s'il y a une utilisation frauduleuse d'une de vos œuvres. Vous n'avez pas à le faire vous-même. On a ensuite la SAIF aussi, alors je vais moins détailler, mais la Société des auteurs des arts visuels et de l'image, qui est aussi un organisme de gestion collective pour les artistes des arts visuels. C'est les mêmes conditions de fonctionnement, enfin c'est le même fonctionnement, il y a une adhésion, on devient sociétaire également. C'est assez pratique sur la SAIF, vous avez des permanences juridiques gratuites tous les vendredis de 10h à 12h30 en prenant rendez-vous sur leur site. Donc ça peut être intéressant si vous avez des questions très précises. Voilà, donc si vous exploitez régulièrement, enfin si vos œuvres sont exploitées régulièrement, si vous travaillez régulièrement avec des éditeurs, avec des musées, avec des institutions, avec la presse, etc., ça peut être intéressant d'adhérer à un organisme comme ça. Parce que ça peut être bien de centraliser et surtout d'être accompagné et soutenu par un organisme comme cela. Mais si c'est un filet complémentaire, ça n'empêche pas de négocier, enfin c'est à vous de négocier et de facturer toutes les cessions de vos droits dans le cadre de vos commandes privées, des commandes que vous passez en général. Ils ne vont pas faire les contrats à votre place. C'est important de le noter quand même. Alors ensuite, l'INPI avec la plateforme eSolo et l'huissier, on va y revenir juste après, qui sont des autres moyens de déposer légalement la paternité, on va dire, d'une œuvre. Mais d'abord, je voudrais parler d'un autre outil juridique que sont les licences. Alors les licences, c'est aussi un vaste sujet que je ne détaillerai pas aujourd'hui, mais que je vous présente quand même. Les licences Creative Commons notamment. Alors, du coup, c'est aussi une manière de protéger vos œuvres si vous souhaitez les rendre très accessibles et diffuser, on va dire, la création, vos créations, ce qui peut être tout à fait possible. Les licences Creative Commons, elles sont en fait des moyens simples et standardisés qui ont été mis en place pour donner les droits d'utilisation sur vos œuvres. Et en fait, une fois que vous apposez à votre œuvre une licence comme telle, une licence Creative Commons, vous n'avez plus besoin à chaque fois de céder vos droits. Et les créateurs qui voudraient réutiliser votre œuvre, par exemple, pour la citer ou pour l'utiliser dans une de leurs créations, n'ont plus besoin de vous demander la permission, puisque vous avez décidé d'apposer une licence Creative Commons sur votre œuvre. La seule exigence, alors il existe, on va y venir après,
6 licences Creative Commons que je vais vous montrer juste après. La seule exigence commune à ces 6 licences, c'est le respect de la paternité de votre œuvre. Si vous en choisissez une, on doit tout le temps systématiquement citer votre nom si vous décidez d'apposer une de ces licences. Je vous montre du coup le tableau. Alors, je vous mettrai ça peut-être dans la base de données, vous pourrez vous y référer plus précisément et plus longuement. Vous avez donc ces 6 types de licences qui sont apposées sur une œuvre. Je ne sais pas si vous voyez, par exemple, quand vous faites une recherche d'images sur Wikipédia, ce sont des images comme ça, avec des licences Creative Commons, et il y a différents types, en fait. On peut soit utiliser de manière tout à fait libre l'image, ou alors on peut l'utiliser dans un certain cadre, ou alors on peut l'utiliser en citant exactement le lieu de conservation, etc. Vous voyez, il y a plusieurs critères de ces licences. Ensuite, on a, donc je reviens en arrière, la licence commerciale. La licence commerciale, c'est tout simplement ce que vous décidez d'établir dans un contrat avec un interlocuteur quand vous cédez vos droits d'auteur autour d'une œuvre. Alors ça, c'est vraiment au cas par cas et c'est ce qui est dans le contrat que vous dressez, on va dire, que vous signez avec différentes personnes. Qu'est-ce que la personne a le droit de faire avec votre œuvre? Est-ce qu'elle a le droit de la reproduire indéfiniment? Est-ce qu'il y a une limite dans le temps? Est-ce qu'il y a une rémunération pour la cession de ses droits? Est-ce qu'il y a des droits de représentation? Tout ça appartient à la licence commerciale que vous déterminez dans le contrat que vous passez avec chacun et chacune de vos clients, commanditaires, etc. Les licences, ça peut être aussi ce que vous indiquez, les conditions que vous indiquez sur votre site internet, par exemple. Vous pouvez faire une page dédiée sur votre site internet qui indique ce que les utilisateurs, ce que les internautes ont droit ou non de faire avec vos images qui sont sur votre site. Ça fait comme une sorte de contrat, justement, qui est sur votre site, qui est indiqué et qui fait office de licence. Un autre outil juridique, ce sont les preuves que j'ai rapidement évoqué juste avant. Alors, l'horodatage, c'est le fait d'inscrire dans le temps la création d'une œuvre, de la marquer en fait avec l'heure de création. Il y a des plateformes, je crois, des outils en ligne pour horodater, même faire des doubles horodatages sur vos œuvres en ligne. Ça permet de prouver l'antériorité de votre œuvre et votre paternité, du coup. Si jamais quelqu'un revendique l'œuvre ou se prétend être l'auteur d'une œuvre, vous pouvez prouver l'antériorité de la création de l'œuvre et votre paternité. L'enveloppe solo de l'INPI. L'enveloppe solo, alors l'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle. Qui comporte aussi la propriété intellectuelle, donc pas que pour les arts, mais c'est pour toute l'industrie. Vous avez l'enveloppe solo, donc eSolo, qui est un outil en ligne qui permet de faire un dépôt, en fait, de déclarer la création d'une œuvre. Donc vous pouvez, avec cet outil-là, déclarer quand vous avez une œuvre nouvelle, on va dire, vous pouvez aller la déclarer sur cet outil-là. Vous pouvez aussi déclarer vos œuvres avec un enregistrement postal ou chez un huissier, tout simplement. Hein. Vous pouvez faire un inventaire de vos œuvres et déclarer vos œuvres et faire ça chez un huissier, c'est tout à fait possible. Alors, je n'ai pas mis ça sur la présentation, sur les slides, mais si jamais vous êtes intéressé par cette histoire de licence Creative Commons, ce qui peut tout à fait être possible, vous avez sur leur site un outil pour choisir la meilleure licence qui corresponde à vos besoins et à vos objectifs, on va dire, dans ce sens. Donc, vous pouvez aller sur creativecommons.org et choisir votre licence. J'ai aussi mis, après mon tableau sur les licences, un graphique. Alors, je crois que c'est sur le site du gouvernement. Juste pour l'avoir en tête, alors ça ne vous concerne pas vous en tant qu'artiste vraiment, mais plutôt pour les utilisateurs d'images sur Internet, donc d'œuvres d'art, les questions qu'on doit se poser quand on souhaite utiliser une image, une œuvre d'art,
voilà, un visuel sur Internet avec plusieurs étapes clés qui sont sur ce graphique pour utiliser les images de manière respectueuse et éthique le plus possible. Je pourrais vous mettre ça aussi dans la base de données. Alors ensuite, après avoir vu tous ces outils juridiques, il y a quelques bonnes pratiques à connaître, comme je le disais, qui sont assez faciles à mettre en œuvre vous-même. Donc au-delà des preuves et tout ce que je viens de détailler, c'est important quand même, quand on est artiste aujourd'hui, de pouvoir continuer à diffuser, à communiquer, à montrer ses productions, ses œuvres sur Internet. C'est presque incontournable d'ailleurs aujourd'hui, que ce soit sur votre site Internet, sur un portfolio en ligne, sur les réseaux sociaux, sur des galeries en ligne, des plateformes, etc. C'est presque impossible aujourd'hui de ne pas être présent visuellement quand on est artiste sur Internet. Donc il ne s'agit pas non plus de cadenasser et de cacher vos œuvres, mais avec ces petites techniques-là, vous pouvez quand même réduire les risques qu'on a vus au tout début, puisque elles peuvent être facilement, comme on l'a vu, détournées, volées, diffusées sans votre accord. Donc on peut protéger ces œuvres, et ça se pose notamment encore davantage pour les illustrateurs, les photographes ou les œuvres aussi qui sont numériques, plus encore que pour des œuvres comme la sculpture ou la peinture. C'est pas exactement la même chose, mais même si la question se pose à chaque fois. Alors, la première technique que j'ai indiquée ici, c'est le watermarking en anglais. En fait, c'est tout simplement de marquer avec des filigranes vos œuvres quand vous les diffusez. Alors, le problème de cette technique-là, c'est que c'est moins beau, évidemment, de regarder une œuvre, même sur un écran, avec un filigrane par-dessus, c'est forcément moins intéressant, mais ça peut être une manière très efficace d'éviter le vol d'images, d'apposer donc un filigrane directement dessus. Vous pouvez faire ça sur différents logiciels d'editing comme InDesign, ce que j'ai écrit ici, sur Canva aussi. Le filigrane, ça va être tout simplement de choisir une image qu'on va mettre en transparence par-dessus l'œuvre pour indiquer qu'elle est à vous. Donc vous pouvez choisir votre logo, vous pouvez choisir un mot que vous mettez en transparence par-dessus une œuvre. Donc forcément, c'est un peu embêtant au niveau esthétique. C'est pas conseillé, par exemple, dans un portfolio, de mettre des images avec des filigranes, mais voilà, ça peut être un outil intéressant. J'ai indiqué aussi qu'il y a des services sur des plateformes, par exemple, de vente en ligne, comme Artmajor, qui proposent ce service d'intégrer un filigrane sur vos images sur une galerie en ligne, par exemple. Alors évidemment, le filigrane est automatiquement enlevé si quelqu'un achète un tirage ou voilà. C'est pas imprimé avec le filigrane, bien sûr. La signature aussi, tout simplement, de mettre une signature visible sur une œuvre, c'est une preuve et c'est une marque que vous pouvez mettre sur vos œuvres. Ensuite, évidemment, on a aussi la question de la qualité des images. Alors ça aussi, c'est un peu à double tranchant, ça peut être embêtant, puisqu'on a forcément, quand on publie, quand on diffuse des images, on a envie de montrer des belles images de bonne qualité, mais c'est aussi indiqué de mettre des images à faible résolution, enfin de petites résolutions, pour ne pas forcément se les faire voler facilement, puisque si vous mettez de la haute résolution, on va pouvoir prendre votre image et l'imprimer facilement et, par exemple, l'exposer dans une galerie avec une très haute résolution. Donc, vous pouvez un peu couper la poire en deux et quand même diminuer la taille et la résolution de vos images que vous mettez sur votre site, dans votre portfolio en ligne ou sur vos réseaux. Il me semble, mais je ne suis pas sûre que, par exemple, sur Instagram, de toute façon, la résolution est assez mauvaise, je crois. Donc, c'est assez compliqué, par exemple, de voler une photographie sur Instagram, puisque si on extrait une photo sur Instagram, la qualité est forcément mauvaise. C'est une bonne chose.
Voilà, vous pouvez... Ah oui, il y a une autre astuce aussi, par exemple sur votre site internet, c'est que vous pouvez empêcher le clic droit et le glisser-déposer. Vous savez, quand on est sur un site, on peut faire clic droit et on peut enregistrer des images en faisant clic droit. Il est possible sur votre site internet, avec des réglages, certainement, d'empêcher ce clic droit. Après, pour choisir la résolution exacte et la taille à mettre, ça, je pense qu'il faut faire des essais. Et c'est plutôt en termes de rendu visuel que c'est à vous de juger ce qui vous satisfait ou ce qui ne vous satisfait pas. Il n'y a pas de résolution type à choisir. Mais en tout cas, vous pouvez quand même trier vos images avec un dossier où vous avez vos images, vos visuels en haute résolution et vos images web en basse résolution que vous utilisez sur Internet. Et quand vous avez besoin de vendre une image en haute résolution, vous avez votre dossier avec vos vraies images, entre guillemets. Mais après, voilà, il faut quand même, c'est à vous de jauger jusqu'où vous baissez la résolution parce que ça peut être quand même insatisfaisant de voir du grain ou des pixels sur vos œuvres. Alors ensuite, on a un autre sujet sur la protection des œuvres et leur marque, leur marquage, on va dire. Ce sont les métadonnées. Les métadonnées, c'est un peu la carte d'identité qui ne quitte jamais, enfin, presque jamais, une image qui vit sur Internet. Donc, vous pouvez aller un peu dans le détail et donner des infos grâce à ces métadonnées. En fait, les métadonnées, donc la première catégorie que j'ai écrite ici qui s'appelle EXIF, c'est ce qui est un peu, ce sont les métadonnées intrinsèques de l'image qui sont produites au moment de la prise de vue. Donc, on va avoir la taille de l'image, la date où elle a été prise, etc., etc. C'est ce que vous avez, par exemple, quand vous faites un clic droit justement sur une image ou quand vous lisez les informations d'une image sur votre ordinateur. Vous avez toute une liste de métadonnées qui s'affichent. Ce sont les métadonnées EXIF de votre image. Parfois, vous avez aussi les données GPS qui peuvent être indiquées, donc où a été prise l'image. Voilà, c'est la carte d'identité de votre image et elles suivent l'image sur Internet. Vous avez ensuite les métadonnées XMP qui s'appelaient avant les métadonnées IPTC. Et ça, ce sont des métadonnées qu'on va rajouter a posteriori, qu'on peut donner encore plus d'informations sur notre image. Et ce sont aussi des métadonnées qui vont suivre l'image où qu'elle soit publiée. Et ça sert notamment, ça, les métadonnées XMP, à la classification dans des banques d'images, pour les agences de presse, pour les iconographes. En fait, avec des mots-clés, du coup, on va pouvoir rechercher des images dans une énorme banque d'images, puisque, en fait, des informations vont être apposées, on va dire, à l'image dans les métadonnées. Et du coup, grâce à une recherche par mots-clés, par exemple, on va pouvoir trouver plus facilement des images. On peut, par exemple, faire de la description dans ces métadonnées-là. On peut dire que sur l'image, on voit telle chose ou telle chose, et du coup, ça va nous donner des informations par mots-clés sur l'image. Alors, il est possible d'effacer les métadonnées d'une image, que ce soit les métadonnées EXIF ou XMP, mais surtout les métadonnées EXIF, donc un peu la carte d'identité de l'image. Si vous faites ça sans être l'auteur de l'image, c'est considéré comme une violation des droits d'auteur. Il n'y a que l'auteur d'une image, a priori, qui est en droit d'effacer les métadonnées de son image. Vous pouvez aussi modifier les métadonnées de vos images, comme je vous le disais, simplement faire des modifications sans les supprimer. Ça peut être utile, par exemple, c'est pas du tout de la paranoïa, mais ça peut être utile, par exemple, comme je vous disais, par rapport aux métadonnées GPS d'une image. Si, par exemple, vous avez pris une photo dans un lieu secret, un paysage je sais pas, un paysage où on ne peut pas accéder à cet endroit, enfin, peu importe les raisons, vous pouvez supprimer les données GPS qui sont associées à votre image. Voilà pour les métadonnées. Alors ensuite, j'avais aussi écrit plateforme sécurisée de stockage. Alors ça, il en existe plusieurs. Il y avait une qui était assez connue qui s'appelle Flickr,
je ne sais pas comment prononcer, FLICKR, qui est moins utilisée ces dernières années, mais qui est une plateforme de stockage d'images pour les professionnels, souvent pour les photographes, et qui regroupe un peu tous ces services-là de gestion et de stockage d'images. Enfin, dans les bonnes pratiques, il y a la surveillance, la veille en fait, par rapport à vos œuvres. Vous avez plusieurs outils de veille que je vous ai notés ici, comme Google Alerts, TinEye, Google Reverse, Copyscape, c'est pour les textes, mais ça peut servir quand même, et Imatag, j'ai mis un petit exemple juste après. Et en fait, c'est des outils où vous pouvez chercher une image en la téléchargeant sur l'outil ou en tapant l'URL de l'image pour vérifier où est-ce qu'elle se trouve sur Internet. Donc, si vous voulez surveiller vos œuvres, vous pouvez, avec ces outils-là, voir où est-ce qu'elles sont sur Internet et voir si, du coup, elles sont utilisées sans votre autorisation, par exemple. Voilà, j'avais mis l'exemple du fonctionnement de Imatag. Donc ça, c'est une plateforme de service qui va, en fait, je crois que c'est ça, qui va enregistrer vos données et ensuite aller vérifier sur Internet pour vous que toutes vos images, enfin vos œuvres, pardon, sont utilisées avec votre autorisation, repérer les fraudes, etc. Donc il y a plusieurs outils comme celui-ci. C'est un exemple. Alors, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire si on constate que quelqu'un utilise sans notre autorisation notre œuvre? Tout d'abord, il faut bien identifier la violation en question, la repérer. Ensuite, on collecte des preuves. Alors, on collecte des preuves comment? Avec des captures d'écran, on prend les URL où on a repéré l'utilisation frauduleuse, les dates. On peut aussi faire constater par un huissier si on est très procédurier, mais c'est possible. Ensuite, la deuxième étape après avoir collecté ces preuves, il faut bien collecter les preuves, hein, parce que pour la suite, c'est important. Une fois qu'on a collecté nos preuves, on notifie d'abord la violation à la personne, enfin à l'utilisateur, à l'internaute qui a utilisé sans l'autorisation l'œuvre. Il me semble que ça c'est une loi, alors je ne sais plus le nom exact, j'aurais dû le noter, mais il y a cette première étape de notification qui est un peu obligatoire avant d'entamer des procédures judiciaires. On doit d'abord notifier à la personne qu'elle a utilisé une œuvre sans autorisation avant de passer à l'étape suivante, on va dire. Et je vous ai mis juste après un courrier que je vous mettrai aussi dans la base de données, un exemple de courrier type de notification de violation d'une œuvre protégée par droit d'auteur. Si jamais vous constatez que c'est le cas, vous pouvez utiliser cet exemple-là, par exemple, pour notifier à la personne qu'elle a utilisé votre œuvre sans autorisation. C'est un peu le bénéfice du doute, on va dire, cette notification. Il y a aussi une étape qui est possible maintenant sur les réseaux sociaux, qui est le signalement. Vous pouvez, donc, sur différents réseaux, signaler un contenu. Donc, ça peut être un motif de signalement, l'utilisation frauduleuse. Et enfin, la dernière étape, c'est le recours juridique avec huissier, avocat spécialisé ou par la DSGP, etc., les litiges. Alors, les avocats en propriété intellectuelle, ce sont les avocats qui sont spécialisés dans ces questions-là et qui vont pouvoir négocier vos contrats, valoriser vos créations et aussi défendre vos droits et vos intérêts si vous faites appel à ce type d'avocat. Alors, ensuite, je vous ai mis les recours juridiques. Qu'est-ce qui se passe si jamais on va jusqu'à cette étape-là et qu'on constate une violation? Alors, ça, j'ai trouvé sur le site d'une avocate qui s'appelle Anne-Laure Le Bouteiller et qui nous explique donc les différents recours juridiques, les différentes étapes ou les possibilités en fait de recours juridiques si on constate une violation. La première, c'est des mesures préventives ou curatives. Donc là, le tribunal va ordonner des mesures comme par exemple le blocage du site litigieux, donc le blocage du site où vous avez constaté le problème, ou encore la suspension de l'accès au site, par exemple. Il peut y avoir aussi une réparation du préjudice qui est décidée par le tribunal. Donc, par exemple, en cas de contrefaçon, c'est possible d'avoir des dommages et intérêts pour compenser
les conséquences économiques négatives, donc le manque à gagner ou la perte subie, et le préjudice moral qui a pu être causé aussi. Ensuite, il y a les sanctions pénales. Les sanctions pénales, c'est en fait la contrefaçon, c'est une infraction pénale qui est passible de sanctions comme des amendes ou des peines d'emprisonnement, carrément. C'est tout à fait possible. Il y a aussi la saisie conservatoire. Ça, c'est si jamais le recouvrement n'est pas possible. Il peut y avoir une saisie des biens du contrefacteur ou alors blocage des comptes bancaires, etc. Et aussi publicité du jugement. Qu'est-ce que ça veut dire, publicité du jugement? Ça veut dire que pour sensibiliser le public à ces questions-là, le tribunal peut décider, enfin la juridiction peut décider de publier le jugement dans des journaux, sur des sites, etc. Voilà les possibilités de recours juridique si jamais vous constatez un jour qu'on vous a volé ou utilisé une de vos œuvres sans votre autorisation. Alors, si je dois récapituler ce que je viens de dire en très bref, 3 actions clés à retenir sur tout ça, c'est de déposer vos œuvres ou en tout cas de les horodater, de les marquer le plus possible pour prouver votre paternité ou maternité d'ailleurs. Vous pouvez aussi protéger directement les visuels de vos œuvres avec les watermarks, les filigranes et la publication en faible résolution. Et enfin, surveiller son contenu, faire une espèce de veille pour vérifier régulièrement qu'on n'utilise pas vos œuvres sans votre autorisation sur Internet. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Est-ce que vous avez quelques questions ?